Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous partons à Osaka, une ville portuaire au bord du Pacifique. C'est la troisième plus grande ville du Japon et elle se situe à 1 heure d'avion de Tokyo et sur l'île de Honshu, l'île principale du pays. Osaka signifie en japonais grande pente et son château reste l'un des plus grands monuments historiques de la région. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sumusu Kataoka. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, GETRO à Paris. Oui. Et vous accompagnez les entreprises françaises à s'implanter au Japon. Oui, tout à fait. Également avec moi, Baptiste Morand. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint du Grand Port Maritime du Havre. Absolument. Et nous allons découvrir pourquoi vous êtes ici aujourd'hui avec nous. Bonjour à monsieur Jean-Michel Serres. Bonjour. Vous êtes président de Orange Japon. au Japon. Et vous êtes également conseiller du commerce extérieur. Enfin, avec moi, Gaël Berton, vous êtes dirigeant de Keikaku, Bonjour, oui, qui est une agence de voyage. c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites au Japon? Donc, vous êtes installé à Osaka. Voilà, on a créé une filiale de notre agence française au Japon. Alors, pour débuter cette émission, nous allons tout d'abord écouter un témoignage sur le climat des affaires. On écoute tout de suite Nicolas Bonardel, qui est directeur général de la CCI France-Japon. Je voudrais d'abord signaler que le Japon a une image de pays difficile, compliqué, mais sur lequel je m'oppose puisque la Chambre française est la plus grande chambre européenne. Donc j'entends par là que la présence française au Japon est la première présence européenne devant l'Allemagne, devant l'Angleterre, donc c'est assez remarquable. Et puis quand on regarde les statistiques, le taux de pénétration des PME au Japon est supérieur aux grands pays de la zone. Pourquoi ? Parce que le Japon offre des conditions de sécurité des affaires qui sont excellentes. C'est un pays où il n'y a pas de problème de paiement, il n'y a pas de copie, où le climat des affaires est bon. Donc finalement, je pense que c'est un tremplin pour démarrer, peut-être pas l'export, mais en tout cas une démarche sur l'Asie, sachant que le Japon a un rôle de leader, leader de tendance, leader technologique, qui permet derrière de pouvoir se développer sur les autres pays de la zone. Voilà, donc le conseil que je donnerais aux entreprises tient en un seul mot, c'est être patient. Le Japon est un pays de règles, il faut suivre la règle, mais quand vous la suivez, ça fonctionne. Monsieur Serres, est-ce que le Japon est-il vraiment un pays leader, comme on vient de l'entendre dans cette vidéo? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Orange, depuis une trentaine d'années, s'intéresse au Japon en tant que leader de la technologie dans le domaine des télécommunications numériques. Le Japon, c'est une des plus grandes économies du monde, et elle le reste. C'est aussi un des pays où l'innovation est la plus forte, et cette innovation, elle irrigue l'ensemble de l'innovation mondiale. C'est aussi un pays dans lequel le niveau de qualité, le niveau des infrastructures, le niveau de la supply chain, par exemple, est absolument le meilleur au monde. Donc c'est un pays absolument majeur dans l'économie mondiale. Monsieur Kataoka, est-ce que vous pouvez nous citer Oui. 5 bonnes raisons, par exemple, d'investir au Japon? Oui, en fait, le nombre d'investissements directs étrangers au Japon n'a pas cessé d'augmenter. Je vois plusieurs raisons à ces implantations. Surtout, il y a vraiment de nombreux projets d'implantation de sites de production et de centres de recherche et de développement. Et d'abord, il y a des matériaux avancés que des entreprises japonaises sont seules capables de produire. Et puis également, des entreprises étrangères visent aussi des partenariats stratégiques avec des entreprises japonaises disposant de technologies uniques et avancées. Donc les technologies, est-ce qu'il y a des points faibles que l'on peut noter sur le Japon? Surtout la barrière linguistique peut être un obstacle. Mais c'est-à-dire que les Japonais ne parlent pas vraiment anglais ni anglais ni français. Mais ce qui m'étonne toujours, mes amis françaises, au bout de 2 ou 3 ans de séjour au Japon, parlent vraiment couramment le japonais. Alors, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Morand. Pourquoi? Parce que le port du Havre, et non pas la ville du Havre, le port du Havre est jumelé avec le port d'Osaka depuis 40 ans.
Tout à fait. Alors, avant tout, parce que Le Havre, c'est le premier port pour le commerce extérieur français. Donc, on a des liens économiques extrêmement forts avec le Japon. C'est le deuxième marché d'Asie pour le port du Havre. Donc, c'est effectivement extrêmement important pour nous d'être présents au Japon et de pouvoir permettre le développement des échanges avec l'ensemble des industries japonaises, mais aussi que les industries françaises puissent s'exporter. Donc, c'est effectivement une caractéristique particulière du port du Havre d'être depuis 40 ans jumelé avec le port d'Osaka. Donc, c'est le fruit d'un dialogue diplomatique entre ports et qui continue de prospérer. Le port d'Osaka, par exemple, a fêté ses 150 ans l'an dernier et a invité les représentants du port du Havre et de l'alliance AROPA, Le Havre-Rouen-Paris, qui est l'alliance commerciale dans laquelle nous vendons la marque portuaire à l'étranger, a fêté ses 150 ans avec le port d'Osaka. Donc ce sont des liens très forts que nous avons tissés avec le port d'Osaka et qui nous permettent d'avoir une présence au Japon consolidée et réelle. Actuellement, il y a une équipe à Osaka. Absolument. Alors actuellement, en ce moment même, il y a une équipe de démarche commerciale, mais une équipe du port du Havre qui est implantée au port d'Osaka en ce moment même pour aller rencontrer les entreprises japonaises, pour aller développer les partenariats commerciaux. Donc Quelle est la nature Quelle est la nature de ces échanges? Par exemple, ça veut dire rencontrer les grandes entreprises. Par exemple, Toyota est une entreprise avec laquelle nous essayons de nouer des liens de plus en plus forts. Le port du Havre, ce n'est pas seulement un port qui fait du conteneur, c'est évidemment le cœur de cible, mais c'est aussi un port qui fait d'autres types de marchandises comme des véhicules. Nous importons, nous exportons des véhicules. Le terminal, comme on dit, roulier du Havre est l'un des plus importants d'Europe. Et donc, le partenariat avec Toyota nous permet d'envisager de développer les trafics de véhicules entre la France et le Japon. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a énormément d'autres partenariats commerciaux que nous nouons. Et parce qu'aussi, au port du Havre, nous avons la possibilité d'implanter des zones logistiques qui permettent ensuite à des entreprises japonaises de pouvoir s'appuyer sur le territoire français pour organiser leurs importations ou leurs exportations. Donc, on est au-delà d'Osaka. On est bien au-delà d'Osaka et on est sur un marché d'abord qui est en pleine croissance avec des secteurs extrêmement porteurs. Je prends un seul exemple pour ce qui concerne l'export entre la France et le Japon. C'est le secteur du luxe et des spiritueux, des vins et spiritueux. Le port du Havre, c'est le premier port exportateur au monde de vins et spiritueux. Et l'un de ces marchés importants, c'est le Japon. La consommation notamment de vin rouge au Japon dépasse la consommation des autres types d'alcool. Et donc c'est un marché en pleine croissance et qui passe par le port du Havre pour exporter la marchandise jusqu'au lieu de consommation, avec une caractéristique, c'est qu'effectivement, ce marché est extrêmement porteur et plein de promesses. Alors, je vous propose de continuer de parler du port d'Osaka et de vos échanges avec le port du Havre. Mais tout de suite, on va regarder une vidéo sur la recherche d'emploi au Japon. Il y faut une motivation durable, un vrai projet, soigneusement réfléchi et préparé, une connaissance au moins minimale dans un premier temps de la langue japonaise, une prospection large auprès des entreprises existantes, faisant valoir ce que le candidat peut apporter à l'entreprise sans se contenter de répondre à des offres existantes. Dans toute la mesure du possible, passer un peu de temps au Japon, ce qui ne manquera pas de faciliter la recherche d'une mission VIE en établissant des liens en direct avec les entreprises pour se présenter et faire valoir son projet, donner les raisons de son intérêt fort pour le pays et de sa motivation pour travailler au Japon. Le visa Working Holiday d'une durée d'1 an et qui autorise des petits boulots permettra et de progresser en japonais et de chercher efficacement un VIE avec des entretiens sur place, la relation pouvant être facilitée par des rencontres dans le cadre des activités du club VIE Japon, activités le plus souvent ouvertes à tous. Merci Monsieur Benoliel de nous avoir envoyé cette vidéo. Je rappelle que vous êtes également président du club VIE au Japon. Alors donc nous venons d'entendre Monsieur Benoliel nous parler de la recherche d'emploi. Comment fait-on pour trouver un emploi et est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels on a plus de chances de trouver un emploi au Japon? Le Japon est en manque de main-d'œuvre sur beaucoup de sujets, puisque le Japon est en total plein emploi. Il y a des secteurs dans lesquels il manque vraiment de main-d'œuvre, et ils sont à la recherche de personnes motivées venant d'extérieur. En plus, le Japon cherche
et les entreprises japonaises cherchent à avoir plus de liens avec l'extérieur. Donc quelqu'un qui fait l'effort de souhaiter travailler au Japon, d'apprendre de japonais, qui a une compétence, doit pouvoir trouver un travail au Japon. Monsieur Kataoka, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels les Français ont des opportunités pour leur recherche d'emploi? Oui, en fait, l'état d'esprit des entreprises japonaises ont finalement commencé à changer. Jusqu'à présent, les grands groupes japonais se sont ouverts à l'international, mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que des PME japonaises traditionnellement conservatrices, mais exposées au monde de plus en plus mondialisé, ont finalement décidé de se tourner vers l'étranger. D'après les enquêtes réalisées par Jetro Paris, plus de 60% des PME japonaises affichent leurs ambitions internationales. Donc, des PME japonaises aujourd'hui cherchent des partenaires étrangers fiables et puis aussi des talents étrangers compétents. Concernant le secteur prometteur au Japon, le gouvernement japonais a mis en œuvre des réformes structurelles depuis 5 ans et identifie des secteurs comme la voiture autonome, le drone, la robotique, l'intelligence artificielle, l'énergie, comme des secteurs stratégiques prioritaires. Si vous avez des expériences professionnelles dans ces secteurs et si vous êtes représenté des entreprises françaises qui disposent des atouts dans ces domaines, je pense que ça peut aider à trouver des emplois dans ces secteurs. La question du visa, vous, Gaël Berton, donc vous avez une filiale à Osaka. Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'obtenir les papiers? Alors moi, à titre personnel, je ne suis pas concerné. C'est mon directeur de filiale du coup qui a eu à faire cette procédure. Donc ça nécessite quand même un certain respect d'un certain nombre de process. C'est assez long. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui se met en place si on a la volonté et puis qu'on respecte les engagements qui sont demandés. Alors, ce n'est pas forcément à la portée de tous. Après, il y a différents types de visas avec des difficultés progressives d'obtention. Mais dans le cas du visa de travail, je pense que ça reste quelque chose, si on a les compétences et puis que une société qui nous soutient, ça reste quelque chose d'accessible. Monsieur Morand, le port du Havre possède un représentant sur place à Osaka. Oui. Alors, c'est une caractéristique du port du Havre. Nous avons des représentants dans le monde entier, dont la mission est double. D'abord, c'est promouvoir le réseau Aropa, port du Havre Aropa à l'étranger. Donc, il le fait le plus efficacement possible en étant notamment bilingue et en ayant une expérience de plus de 25 ans sur place. Donc, c'est vraiment un plus par rapport à notre promotion. Et puis, son autre mission, c'est d'accompagner les clients japonais qui souhaitent s'implanter en France et notamment sur le port avec un certain nombre de services qui sont offerts. Donc c'est une caractéristique qui s'applique encore plus au Japon, qui est un pays sur lequel on a besoin d'avoir des correspondants qui connaissent bien le pays, les pratiques, les usages, la manière de faire le business avec les entreprises japonaises. Et c'est quelque chose qui porte des fruits au quotidien, donc on en est très content. Et c'est vrai que le port du Havre se positionne dans un marché de conquête, sur le Japon en particulier, comme en témoignent les différentes missions commerciales qui sont en cours entre nos deux pays. Alors, avant de nous quitter, Monsieur Morand, je crois que le Havre possède un jardin japonais au cœur de la ville. Alors, la collaboration portuaire ne s'arrête pas à la sphère économique. Il y a effectivement de 30 ans de cela, le port d'Osaka a offert un jardin japonais au port du Havre en témoignage de son amitié. Et donc, ce jardin japonais est toujours très visité. C'est un des lieux touristiques importants du port. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas s'arrêter là sur les questions touristiques. Le Havre est une ville classée site patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui attire aussi beaucoup de voyageurs et de visiteurs japonais. Donc on voit bien que l'amitié franco-japonaise ne s'arrête pas aux frontières économiques, et c'est tant mieux parce qu'à chaque fois qu'on a une délégation japonaise qui vient au Havre, on a beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses à montrer, ce qui renforce les liens économiques et commerciaux. Merci beaucoup Baptiste Morand. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du Grand Port Maritime du Havre. On va continuer cette émission, mais tout de suite, une page de publicité.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Osaka au Japon et je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Twitter. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Camille Cremades. Bonjour. Bonjour, vous avez vécu au Japon pendant 5 ans. C'est ça. Je crois que vous y avez fait beaucoup de choses. Oui, pas mal de petits boulots à droite à gauche, en entreprise japonaise, tout ça. Vous allez nous raconter tout ce que vous y avez vécu. Monsieur Berton, vous avez donc cette filiale à Osaka. On parlait tout à l'heure du visa, de la représentation. Quel est le rôle de cette filiale exactement pour vous à Osaka? Pourquoi c'est important de l'avoir? Alors pour nous, vraiment le rôle d'une filiale, c'est vraiment de faire un pont entre notre agence française et évidemment le pays que l'on distribue, parce qu'on est spécialiste du Japon. Donc l'intérêt pour nous d'avoir une filiale, c'est de pouvoir renforcer nos partenariats avec des entreprises japonaises d'une part, parce que c'est vrai qu'il est plus difficile pour les entreprises japonaises de travailler avec des entreprises étrangères. Ça tend à changer, comme on le disait, mais c'est encore parfois un petit peu compliqué. Donc c'est un facilitateur pour nous d'avoir l'équivalent d'une SARL en fait, au Japon. Et puis d'autre part, ça nous permet de salarier progressivement les personnes avec lesquelles on travaille. Et donc Camille faisait partie. Monsieur Kataoka, vous aidez, Gétro Paris aide les entreprises à s'implanter sur place. De quoi les Français ont-ils le plus besoin? En fait, nous fournissons des prestations assez globales. Nous fournissons des informations spécifiques sur les marchés japonais. Également, nous avons des experts comme fiscalistes, juridistes, et nous pouvons fournir des conseils également sur les procédures administratives à suivre pour créer une boîte. Ce sont des points forts de Gétro, puisque des entreprises japonaises demandent assez souvent des procédures concrètes administratives pour créer son propre boîte. Alors, je vous propose d'écouter Rudy Jean-François qui va nous parler des différences culturelles qu'il a rencontrées quand il s'est installé au Japon. Bonjour Paris. Alors pour moi, l'une des grandes difficultés en fait, que j'ai pu avoir en arrivant au Japon, ce sont les non-dits. Parce que même si on étudie le japonais, que ce soit en cours ou avec des manuels de japonais, il y a des comportements, en fait, des interactions qu'on ne nous enseigne pas forcément. Et pour moi, la plus grande difficulté, ça a été notamment dans les entreprises, la manière en fait très spécifique de donner, de présenter sa carte de visite et de recevoir la carte de visite d'une personne. Et il y a tout un rituel en fait qui se met en place sur une manière extrêmement spécifique de la donner, de la recevoir. C'est presque comme une sorte de danse en fait que l'on danserait avec la personne en face de nous. Mais bon, finalement, on me l'a enseigné, j'ai demandé à mes collègues et maintenant ça se passe très bien. Et donc, mais c'est au quotidien, vous allez voir qu'il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu compliquées à comprendre, mais si on demande gentiment et qu'on prend le temps d'écouter, il n'y a aucun problème par la suite. Camille Cremades, ce témoignage vous fait sourire? Vous avez rencontré la même expérience? Vous avez eu cette même expérience? Oui, mais je pense que tous les Français ou tous les étrangers, notamment les Occidentaux qui s'installent au Japon, ont le même problème. C'est vrai que la différence la plus flagrante à laquelle on fait face quand on arrive au Japon, c'est notamment le monde du travail. Et c'est du coup les entreprises à la japonaise et travailler à la japonaise. Et ce qui veut dire que la langue déjà qu'on a apprise, c'est pas le même niveau, c'est un niveau de politesse au-dessus. Et en plus de ça, c'est très codifié. C'est-à-dire qu'il y a des procédures à respecter. Il y a énormément d'étapes à maîtriser avant de pouvoir faire partie d'un meeting, d'un rendez-vous professionnel sans se tromper, sans faire d'erreur. Vous avez une anecdote? Ça m'est arrivé souvent de mettre un peu les pieds dans le plat, comme on dit. Et effectivement, il m'arrivait en rendez-vous professionnel avec des clients où on allait boire un verre après. Et moi, j'ai trinqué très franchement avec les clients de manière très française. Et au final, je me suis retrouvée un peu mal à l'aise quand un collègue m'a dit « Attention, au Japon, on trinque vis-à-vis de son statut. Donc, on ne met pas le verre à la même hauteur que le client. On se met un petit peu en dessous. On n'est pas aussi jovial. On reste un peu plus en retrait. » Et du coup, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Mais bon, une fois passé, ça va. Monsieur Serre, vous avez également des anecdotes ou... Oui, alors tout ceci est totalement vrai, mais je pense que le Japon change beaucoup, notamment quand il veut faire des partenariats. Et je pense que finalement, mis à part la langue, qui est un sujet compliqué, si on a une attitude respectueuse vis-à-vis de son partenaire, si on arrive à l'heure,
si on respecte ses engagements, si on fait ce qu'on a dit, si on est professionnel, eh bien, beaucoup de choses se passent très très bien. Donc, c'est vrai qu'il faut apprendre un certain nombre de choses spécifiques au Japon, mais d'abord, il faut respecter les fondamentaux, c'est-à-dire être professionnel et être respectueux. Ça aide énormément. Monsieur Kataoka, vous êtes japonais. Oui. Évidemment, il y a différentes approches entre la France et le Japon. Donc, il faut bien connaître cette approche à la japonaise. Une fois habitué, ce sera plus facile et plus rapide. Est-ce qu'il y a des différences entre Osaka et Tokyo, par exemple? Oui, je suis de Tokyo. Je ne connais pas très bien Osaka, mais on dit que les gens d'Osaka sont beaucoup plus directs, beaucoup plus agressifs que les gens de Tokyo. Donc, il faut vraiment être direct sur le sujet à Osaka. Monsieur Berton, est-ce que votre représentant sur place a des anecdotes, vous parle de certaines difficultés aussi qu'il a pu rencontrer? Oui, alors, pas forcément lié à Osaka, pardon, lié effectivement plutôt au fonctionnement japonais dont on parlait. Typiquement, nous, on a dû se constituer un stock de Wi-Fi portatif. Et pour les payer, du coup, puisqu'on est une entreprise étrangère, on a dû les payer en liquide. Donc là, la somme était de 4 millions de yens à peu près, ce qui fait un peu plus de 30 000 euros. Ça, c'est une spécificité un petit peu japonaise qui nous a un petit peu surpris, mais bon, finalement, on s'y est plié, puis tout s'est bien passé. Donc la confiance est très importante. Oui. C'est-à-dire que la parole vaut plus que l'écrit, c'est ça ou... Alors, le Japon, finalement, je peux être choqué, mais c'est finalement un pays assez facile pour travailler. Ok, il y a plein de difficultés, mais inversement, c'est un pays dans lequel, une fois que la confiance est établie, elle est pour longtemps. Vous pouvez compter sur vos clients pour ne pas vous lâcher au dernier moment parce qu'il y a un autre fournisseur qui vient avec 2% de moins. Ils sont prêts à accepter vos difficultés si vous êtes transparent, si vous expliquez pourquoi. Donc il y a beaucoup de points qui sont extrêmement confortables et reposants. Donc il faut admettre cette espèce d'investissement de départ, d'être au top, professionnel. Vraiment, quand on est au Japon, on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. Et même un côté presque maniaque, excusez-moi, mais dans la présentation des objets. C'est-à-dire que même si l'objet est très bon, si par exemple, la boîte est un peu écornée, pour un Japonais, ça ne va pas. C'est un signe de non-qualité. Donc ça, il faut l'admettre, comprendre. Donc c'est pas facile. Mais inversement, une fois que vous êtes au Japon, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, les bonnes entreprises françaises à y venir, c'est pour longtemps, les risques sont faibles, et c'est un grand confort, et ça peut durer 30 ans. Alors on va retourner voir Frédéric Benoliel qui nous parle de sécurité. Bonjour Paris. Si l'on met à part bien évidemment le risque de catastrophes naturelles telles que Fukushima, le Japon est clairement le pays du monde numéro 1 au plan de la sécurité. Tous les services fonctionnent avec la plus grande efficacité. La propreté fait partie du quotidien et la courtoisie est sans faille. Monsieur Kataoka, le séisme de 2011 donc s'est passé dans le nord-est de l'archipel. Est-ce que la population se prépare au risque de catastrophes naturelles? Est-ce que c'est un vrai sujet? Oui, en fait, le séisme, le tremblement de terre est la vie quotidienne. Donc, les Japonais sont plutôt habitués. Et bien sûr, on stocke la nourriture comme les bouteilles d'eau, etc. Mais ça fait partie de la vie quotidienne. Hormis les possibilités de catastrophes naturelles, Camille Crébades, qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau de la qualité de vie au Japon? Il fait bon vivre au Japon. Donc il n'y a pas de problème de sécurité. Alors au niveau de la sécurité, je pense qu'on est plutôt bien loti au Japon. De toute façon, les taux de crime sont quand même relativement bas. En tant que femme,
On peut se balader à peu près à n'importe quelle heure, habillé comme on veut, dans n'importe quel quartier. En général, il ne nous arrivera pas grand-chose. Après, je pense que les chiffres sont un petit peu bas par rapport à ça, parce que c'est très tabou, on n'en parle pas. Les jeunes femmes vont peut-être pas forcément dire ce qui se passe vraiment. Mais c'est vrai qu'au niveau... au quotidien, on se sent plutôt en sécurité. Il y a juste effectivement les catastrophes naturelles où quand on est réveillé à 3 heures du matin dans son lit, c'est jamais très agréable. Mais c'est vrai qu'on se sent plutôt à l'aise, tout est toujours très propre. Et il y a surtout aussi le concept de vol n'existe quasiment pas au Japon. Pour eux, c'est un peu une notion saugrenue. Donc du coup, on ne risque pas de se faire voler son téléphone, son portefeuille, ni quoi que ce soit. Gaëlle Berton, au niveau des activités sur place, je vous pose la question, puisque votre agence est spécialisée dans les voyages. Qu'est-ce que l'on peut faire à Osaka ? Alors, nous, Osaka fait partie de nos destinations demandées par les touristes étrangers, notamment dans le cadre des accompagnements touristiques que l'on propose sur Keikaku. Osaka, c'est une ville un petit peu particulière au Japon, parce que, comme on le disait, elle est un petit peu occidentalisée par rapport à Tokyo, notamment. Elle bénéficie aussi de sa proximité avec Kyoto, qui est une ville qui est extrêmement demandée sur le plan touristique. Donc il y a évidemment beaucoup d'activités à faire. C'est une ville où on a beaucoup de divertissement. On a 2 grands pôles d'activités qui sont Umeda au nord et Namba au sud, et dans lesquels on peut faire énormément de choses diverses et variées, liées au Japon ou en provenance de l'Occident. Le contraste entre traditionnel et modernité, vous l'avez ressenti ? Oui, et c'est ce qui plaît en général le plus aux étrangers, hein. C'est le fait que le Japon soit un pays moderne, qu'il évolue et se développe de plus en plus, surtout sur les 20 dernières années, de manière formidable. Mais il garde quand même ses traditions très proches, et on les voit en se baladant dans les rues d'Osaka, dans les rues de Tokyo, ces grands bâtiments modernes avec les entreprises, et au milieu on a un petit temple ou un petit sanctuaire où on va faire sa prière entre midi et 2. Et du coup, ce contraste entre les deux est très très intéressant, et c'est ce qui fascine souvent les touristes étrangers. Je vous propose de faire une page de publicité et puis on se retrouve juste après pour parler de logement à Osaka. Sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Osaka et nous allons parler de logement. Camille Crémades, quelles sont les démarches administratives qu'il faut faire pour trouver un logement ? Alors, les démarches administratives sont plutôt simples. Il faut juste aller s'enregistrer à la mairie de l'endroit où on habite. Après, il est relativement simple de trouver un logement au Japon puisque tout s'est développé au niveau des agences immobilières internationales où ça parle anglais, où on réduit un maximum les procédures qui peuvent être un peu complexes. Et notamment, on retrouve à Tokyo ce qu'on a un petit peu moins à Osaka, ce qui facilite d'ailleurs l'accessibilité au logement à Osaka, c'est ce reiking qui est un frais de gratitude, de remerciement qu'on donnait fut une certaine époque, surtout quand c'était nécessaire, qu'on donnait au propriétaire pour qu'il accepte notre dossier et nous donner un logement. Et ce frais-là commence à disparaître de plus en plus puisqu'il n'est plus aussi nécessaire qu'avant et on le retrouve un petit peu moins à Osaka qu'à Tokyo.
Monsieur Kataoka, à Osaka, c'est moins cher qu'à Tokyo. Oui, les prix du logement sont carrément moins chers à Osaka qu'à Tokyo. Les prix de logement professionnel est à peu près à 60% de celui des prix à Tokyo. Et puis, il en va de même pour le logement personnel. Pas de difficultés particulières, ce qui n'est pas forcément le cas pour le système de soins. Oui, effectivement. Alors, le système de soins est relativement similaire à celui de la France, sauf que on ne va pas dans un cabinet de médecin, on va à l'hôpital ou à la clinique. Donc, c'est un petit peu différent, on n'a pas forcément l'habitude. Et c'est vrai que les docteurs japonais ne sont pas très précis. On vous dit à peu près ce que vous avez certains symptômes, on vous donne les médicaments qui correspondent, mais ils vont pas trop se mouiller, ils vont pas trop vous dire exactement ce que vous avez parce qu'ils n'en sont pas sûrs, ils préfèrent pas avoir de soucis plus tard. Vous avez eu quelques problèmes Alors, j'en ai eu beaucoup, mais c'est vrai que l'anecdote qui me revient le plus souvent, c'est j'ai amené une amie à l'hôpital parce qu'elle avait une grosse migraine. Ça faisait plus de 24 heures, donc du coup, on l'a amenée. Ils lui ont fait passer un scanner, etc. Et quand on a demandé au médecin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a, ils nous ont dit on ne sait pas, sûrement une migraine, mais elle peut aussi avoir une méningite. Alors du coup, nous on s'est retrouvés un petit peu à l'aise. Oui, une méningite, ben, on peut lui faire une ponction lombaire et voir si elle a une méningite, mais si on fait mal la ponction lombaire, elle risque de perdre ses jambes. Et j'ai dit au médecin, oui, mais nous on fait quoi? Ben, c'est à vous de décider. Mais on ne peut pas décider pour notre amie qui est sous perfusion, c'est pas possible. Ils nous ont dit, bah, c'est à vous de voir. À vous de prendre le risque. Du coup, on s'est retrouvé un peu embêtés. Monsieur Serre, vous avez eu ce... Je voudrais d'abord dire que le système de santé japonais est extrêmement performant. Hein. C'est ça qu'il faut quand même retenir. Je veux dire, il est d'un très très haut niveau. Je crois qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Mais... Si, il est d'un très très haut niveau. Enfin, je veux dire, d'un point de vue... Mais il y a une difficulté de communication avec les médecins japonais, claire, parce que c'est compliqué pour eux. Et deuxièmement, la morphologie des Japonais n'est vraiment pas la même que celle des Européens. Ça veut dire que le dosage des médicaments n'est pas le même, le dosage des anesthésiques n'est pas le même, le niveau de fièvre n'est pas le même. Un Japonais, 37,5, c'est déjà une grosse fièvre, alors que pour un Européen, c'est pas grand-chose. Voilà, donc ça crée des tas de difficultés, mais dans un contexte dans lequel le niveau... Par exemple, de médecine du travail est absolument incroyable et le niveau de la qualité des équipements et du système de santé est quand même de très très haut niveau. Il faut tout de même être prévenu. Je vous propose d'aller voir les élèves du lycée français international de Kyoto qui nous ont envoyé une petite vidéo. Bonjour Paris, nous voici devant le lycée français international de Kyoto, le LFIK, qui a été créé voici 20 ans. Nous venons d'inaugurer notre lycée qui compte maintenant 140 élèves de la maternelle jusqu'à la classe de terminale. C'est un établissement qui augmente en taille et dont la coopération entre les plus petits et les plus grands est très importante et se fait jour après jour. En plus de cette coopération entre élèves, on y développe les langues, la langue japonaise, la langue anglaise et bien évidemment la langue française. À bientôt au LFIK.
Merci beaucoup aux élèves du lycée français de Kyoto de nous avoir envoyé cette vidéo, lycée qui fait partie du réseau de l'AEFE. Monsieur Kataoka, quelles sont les possibilités de scolarité pour les Français qui s'installent à Osaka? Donc on vient de voir qu'il y a un lycée français à Kyoto. Oui. À Osaka, quelles sont les possibilités pour les Français? En fait, l'éducation est un des handicaps majeurs pour les ressortissants étrangers au Japon. Et conscient de ce fait, le gouvernement actuel est en train d'améliorer la situation en affichant des objectifs chiffrés, etc. Et puis, la déréglementation pour créer des écoles internationales est aussi envisagée. Donc, j'espère qu'il y aura davantage des écoles internationales dans la région d'Osaka, au Kansai, etc. Donc l'appel est lancé à améliorer ce secteur. Camille Crémades, vous avez fait des études supérieures au Japon? Alors moi j'ai travaillé dans une université au Japon et c'est vrai que c'est pas l'éducation n'est pas du tout la même chose dans le sens où les entreprises japonaises en général préfèrent avoir des étudiants avec beaucoup de potentiel mais qui n'ont pas... qui peuvent en fait les formater un petit peu et les modeler de la manière dont eux ils veulent, ce qui fait qu'à l'université, une fois qu'on a passé le concours d'entrée, on a très vite le diplôme, très facilement, et au final on apprend juste vraiment les bases de la base. C'est vrai que les universités au Japon, le niveau n'est pas aussi élevé qu'ailleurs. D'ailleurs l'université de Tokyo, qui est la plus grosse université du Japon, est pas très très bien classée dans les universités mondiales. Mais je pense que ça tend à changer, surtout que les universités sont de plus en plus internationales. On apprend de plus en plus les langues étrangères et surtout au niveau du business avec les pays européens. Ça tend à changer de manière positive. Alors avant de nous quitter, Gaëlle Berton, qu'est-ce qu'on peut faire avec votre agence quand on arrive à Osaka Alors, pour terminer sur une note positive? Oui, on peut commencer déjà par être accueilli à l'aéroport. C'est vrai que débarquer à Osaka, qui est un aéroport international qui est de plus en plus pratiqué. Avant, on atterrissait beaucoup à Tokyo. Maintenant, c'est vrai qu'on atterrit aussi beaucoup à Osaka. Donc, nous, on peut accueillir évidemment les visiteurs étrangers. Et puis après, faire tout un tas d'activités. Alors, notre grosse demande, elle est sur l'accompagnement touristique et puis sur le transport. Parce qu'une fois qu'on est au Japon, on se déplace beaucoup, notamment en Shinkansen, donc entre les 3 principales villes, Osaka, Kyoto et Tokyo. Et puis après, nous, on propose sur Keikaku toute une gamme d'activités en fonction de ce que nous demandent nos clients. On fait vraiment du sur-mesure. Donc, les demandes qui ressortent souvent, ça va être d'assister à un tournoi de sumo, à une cérémonie du thé, voire de passer une soirée avec des geishas ou ce genre de choses. Donc, c'est assez varié. C'est vrai que on a vraiment l'image du Japon est très positive. Il y a quand même eu un accroissement touristique très important ces dernières années. On est passé de 5 millions à peu près en 2011 de touristes étrangers à quasiment 30 millions l'an dernier. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Le Japon se développe énormément sur ce plan-là et on est ravis, nous, d'accueillir les clients. Donc c'est une invitation. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour parler d'Osaka. Tout de suite, à suivre dans le cadre du spécial Canada des 24 heures chrono 2018, une émission sur le quotidien au Canada. Et puis à midi, destination Abidjan en Côte d'Ivoire.